Bienvenue, prenez place. On est heureux de vous retrouver sur cette scène de VAP Expo. 17e édition déjà de VAP Expo, 150 exposants. Vous connaissez le principe, vous venez des quatre coins de France. Et au cœur du concept de ce VAP Expo, il y a évidemment ces exposants, mais il y a aussi ces sujets qui vous sont chers, sujets qui sont au cœur de vos problématiques. Et donc, on va avoir sur scène une conversation intéressante aujourd'hui autour de la VAP, VAP comme outil de sevrage. Vous le savez, la VAP n'est pas aujourd'hui reconnue officiellement comme un outil de sevrage du tabagisme. On va essayer de comprendre pourquoi et on va essayer d'aller plus loin sur ce sujet. Et donc, je suis très heureux d'accueillir deux éminents invités avec moi aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter. Je présente Olivier d'abord, que vous connaissez, Olivier Hainaut, qui a construit cette table ronde et donc il sera aussi là pour co-animer avec moi. Et donc deux invités que tu as choisis, Olivier, pour cette table ronde, William, David. Peut-être, William, je vous laisse prendre le micro et vous présenter à nos invités qui sont là aujourd'hui. Eh bien, merci avant tout de votre invitation à tous deux et de la construction de cette table ronde. Je m'appelle William Lovenstein, je suis médecin, interniste et pneumologue de formation. J'ai commencé à mal tourner à cause du sida, où je me suis intéressé évidemment à l'infection VIH donc en 83-84, parce que je faisais beaucoup de réanimation. Et plus particulièrement à l'intersection sida, héroïnomanie par voie veineuse. Et là, partant de ce que la médecine m'avait appris, j'arrivais pas à un grand endroit en fait. Je voyais des gens de mon âge mourir. La science était impuissante à l'époque et surtout le raisonnement par rapport à cette addiction très forte qui était l'héroïnodépendance ne nous aidait pas. Et c'est vraiment de l'étranger, notamment des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, que sont venus pour moi ce qu'on appellerait aujourd'hui une vraie bascule ou un basculement intellectuel. Je me souviens très bien de la conférence en 89 et puis après je passerai le micro très vite. Mais c'est important pour lancer cette idée de construction, de réduction des risques dans laquelle vraiment j'inscris la VAP et de vous dire que lors d'une conférence internationale sur le sida, il y a un Américain qu'on vénérait tous et on s'est tous déplacés pour entendre Robert Newman nous expliquer ce qu'était la harm reduction, la réduction des risques. Il prend le micro, Robert, et il dit « Si vous ne voulez pas attraper le sida, ne vous droguez pas. » Là, tout le monde a fait un grand silence chez les Européens. Du style, ça on connaît, on l'a déjà entendu, pourquoi on se déplace. Très vite, il a ajouté « Mais si vous vous droguez, ne vous shootez pas. Ne vous injectez pas par voie veineuse. » C'est vrai, c'est plus intéressant. Et il rajoute « Mais si vous shootez par voie veineuse, n'échangez pas vos seringues. » Et il finit en disant « Mais si vous échangez vos seringues, nettoyez-les d'abord à l'eau de Javel. » C'est-à-dire qu'on partait d'un idéal qui finalement est rarement accessible, hélas peut-être pour nous, mais c'est notre condition humaine, et on n'oubliait personne. Il n'y avait pas de très bons patients, de très bons médicaments, de très bons médecins, et on oubliait les autres parce qu'ils n'étaient pas bons. Non, on échappait à la tyrannie de l'idéal. Et je sais que pour certains, dont moi, ça a été une révélation par rapport au formatage médical. Et donc, pour moi, c'est un peu ça, la VAP, c'est revivre cette idée qu'il y a un idéal qui serait de ne jamais fumer, de ne jamais prendre de nicotine, en oubliant que la vie est une maladie sexuellement transmissible, constamment mortelle, mais qu'à partir de l'instant où l'idéal ne concerne que peut-être 0,1% d'une population, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec nous? Qu'est-ce qu'on fait avec nous pauvres humains? Qu'est-ce qu'on fait en ce qui s'appelle réduction des risques?
Donc après, je suis devenu addictologue sur cette voie-là. J'ai essayé d'amener la méthadone en France. On a réussi avec d'autres collègues les stratégies de réduction des risques et de développer ce que j'appelle la médecine des addictions, voire la santé des addictions, pour pas que ça soit simplement médical. Et me voilà aujourd'hui à soutenir absolument l'orientation réduction des risques VAP. Merci beaucoup. À côté de vous, David Saint-Vincent. Bonjour David, bienvenue. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup et merci de l'invitation. Bonjour à tous. Alors moi je suis David Saint-Vincent, je suis administrateur de la Fédération Addiction, qui est une fédération qui regroupe une grande partie des acteurs de l'addictologie en France, qu'il s'agisse du milieu hospitalier, de la ville ou du médico-social. Moi, ça fait 20 ans que je bosse dans le médico-social. Alors maintenant, là, je suis au CHU de Rouen. Avant, j'ai été directeur d'association. J'ai un peu coché toutes les cases de l'addicto. Peut-être pas vécu les grandes heures de la réduction des risques, mais quand même, je remercie tout ce que tu as pu faire, William, et vos collègues, parce que ça m'a beaucoup appris aussi. Et puis, j'ai pas mal bossé sur la question du tabac. Je suis référent tabac sur la question, à la Fédération Addiction. Et je forme les professionnels de santé à la VAP, avec la VAP du cœur, tous les ans. Ça, c'est extrêmement important parce que, il faut peut-être vous le dire ici, ça vous surprendra peut-être, mais beaucoup de professionnels de santé ne pigent que dalle à la VAP. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne connaissent pas l'outil, ils ne savent pas comment s'en servir. Et ils lisent les études, certainement, là on peut leur au moins faire ce crédit, mais ils n'ont pas vraiment d'expérience sensible de ça. Alors, je suis un peu caricatural quand je dis que les professionnels de santé ne pigent pas. Évidemment, il y en a quelques-uns qui sont intéressés à la question et ils sont de plus en plus nombreux. Et voilà, c'est un peu ce qu'on va discuter, j'imagine, aujourd'hui. Merci beaucoup. Olivier, pourquoi cette table ronde? Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Je te laisse planter un peu ton décor. Alors pourquoi ce sujet? J'ai presque envie de dire pourquoi malheureusement encore ce sujet. Monsieur Loewenstein, c'est pas la première fois que vous venez et on va essayer d'éviter un écueil, c'est celui de vous faire répéter ce que vous disiez les éditions précédentes. Malheureusement, on est dans une situation aujourd'hui où les pouvoirs publics, l'OMS, tout le monde nous force à répéter depuis des années les mêmes discours, nous force à répéter la même chose. Caché derrière souvent des arguments. Les enfants sont l'argument principal, la protection de l'enfance est l'argument principal. Et aujourd'hui, il y a des menaces qui planent au-dessus de nos têtes, que ce soit la taxe dont on a parlé lors d'une conférence hier, ou de l'interdiction des arômes, qui serait une catastrophe pour notre secteur. Donc j'imagine que nos deux invités auront beaucoup de choses à dire à ces sujets-là. Et après, il ne faut pas non plus imaginer que nous soyons un secteur irréprochable non plus. Donc il y a aussi des pratiques que l'on a parfois et qu'on pourra probablement aborder comme étant des pratiques qui ne sont pas forcément à recommander pour ce secteur. Oui, il y aura un temps d'échange favorisé même. Dès que vous avez une question, vous levez la main bien sûr et je vous tendrai le micro. Moi qui vois bien, c'est un robot ou une nana réelle? C'est une nana à paillettes. Alors, peut-être une première question très simple, très ouverte pour vous deux. Pourquoi, selon vous, cet outil qui est la VAP n'est pas reconnu aujourd'hui par les législateurs, par l'OMS comme un outil de sevrage du tabagisme? Je vous avais... Allez, je me lance. Vous avez puis, 30 minutes. William complétera. Alors pour l'OMS, je ne vais pas me lancer sur l'OMS parce que c'est un gros sujet, mais peut-être on va commencer déjà par la France. Enfin, il y a un truc très simple. Si on veut faire que quelque chose soit remboursé par la Sécu ou considéré comme un médicament, il faut faire une demande auprès de la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, et puis faire une étude qu'on appelle une étude randomisée en double aveugle avec effet placebo, qui est un peu le gold standard d'une recherche qui permet ensuite de démontrer le bénéfice-risque plus ou moins favorable d'un médicament et du coup de faire une autorisation de mise sur le marché. Voilà. Autant dire que ces études-là, c'est des études qui sont extrêmement coûteuses. Il y a guère que les labos pharmaceutiques qui ont les capacités financières pour les lancer. Et au jour d'aujourd'hui, je ne vois véritablement pas l'intérêt pour l'industrie de la vape de se lancer dans ce genre de démarche. C'est coûteux. Le risque pour eux, en tant qu'industriels, ce serait que ce soit vendu en pharmacie et puis dans les vape shops. Et du coup, il y a toute une partie de l'industrie qui leur échappera. Et puis, au final, l'intérêt qu'a la vape
aujourd'hui, les gens qui achètent une vape le constatent au quotidien. Donc, pourquoi c'est pas, pour répondre un peu, pour synthétiser un peu, je dirais que pourquoi c'est pas reconnu comme un médicament, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de demande. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas eu de demande? Parce que c'est coûteux, parce que ça s'est imposé non pas par les soignants, mais ça s'est imposé par aussi les consommateurs et le secteur commercial. Il y a un truc un peu, je fais un peu une analogie avec un autre, alors pour le coup c'est un médicament qui a beaucoup perturbé les professionnels de santé, c'est le baclofène. Il a été utilisé pour aider les gens à résister un peu à l'envie d'alcool, l'envie répressive d'alcool. Mais il n'est pas arrivé par les soignants, il est arrivé par les patients eux-mêmes qui le réclamaient à leurs médecins. Du coup, les médecins ont été très heurtés par ça parce qu'ils n'avaient pas le recul scientifique, etc. Et la science prend son temps. Du coup, ça les a mis en difficulté en quelque sorte, ce qui fait que dans un premier temps, ça a été très difficile de proposer le baclofène parce que les médecins, de façon très légitime, ont dit en fait, on ne sait pas réellement l'intérêt que ça peut avoir. Voilà. Je vais laisser William compléter peut-être. Je pourrais vous proposer une phrase en pirouette qui a été dite par le mage du Kremlin. Je ne sais pas si vous avez vu ce numéro de l'Express et surtout si vous avez lu antérieurement ce livre incroyable de Giuliano d'Ampoli, le mage du Kremlin, et encore plus celui qu'il avait écrit, qu'on découvre après avoir découvert le mage du Kremlin, il l'avait écrit en 2019, qui s'appelle Les ingénieurs du chaos. Et qui nous dit un peu la marche du monde telle qu'elle est souhaitée par beaucoup. Et dans l'interview là, tout à fait récente qu'ont réussi ces excellents journalistes de l'hebdomadaire, à un moment donné, et interroger le mage du Kremlin sur une question un peu complexe comme ça. Et le mage lui dit, écoutez, je pourrais vous répondre par des... Ouais, j'ai plusieurs dizaines de réponses possibles, mais je vais vous livrer la plus courte. Je ne sais pas. Sur pourquoi la vape n'est pas reconnue aujourd'hui, si je m'interroge intimement, j'ai des dizaines d'hypothèses qui vont de lobby à la Bloomberg à l'OMS, en passant par la remise en question des baronnies médicales pour lesquelles substitution risque de rimer avec fin de leur institution. Mais au bout du compte, médicalement parlant, j'ai relu par exemple la méta-analyse récente proposée par la revue du Prat. C'est une revue qui s'adresse largement à tous les médecins. C'est pas une revue topicine, New England, Lancet, c'est pas une revue pauvre. Elle est impactée, elle travaille sérieusement. Ils finissent en méta-analyse par retenir que 28 études pour savoir si la vape est un outil à retenir. Et la conclusion, comme celle qu'on observait d'ailleurs après 20 ans de méthadone en France à petite échelle, c'est la seule conclusion qu'on puisse donner et qu'il n'y a pas de conclusion, qu'il faut faire des études. Et c'est ce que tu as souligné, c'est que les études, si on les veut valider, c'est en milliards maintenant que ça se compte, si on veut vraiment faire quelque chose qui soit incontestable avec derrière les différentes phases. Or, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. La vape, voilà, je la vois évoluer. Je ne vais pas dire en dehors de tout cadre, mais je la vois continuer d'évoluer en zone grise. Que la vape soit encore considérée comme un produit du tabac. Enfin, même Raymond DeVos, pour ceux qui connaissent, n'aurait pas osé le faire, quoi. Que les arômes soient réduits à... Non, pas d'arôme, sauf l'arôme tabac pour ceux qui veulent quitter le tabac. On a quand même quelque chose d'un peu particulier. C'est pour ça que je dis je sais pas, parce que ce sont des raisonnements supérieurs ou parallèles qui ne me sont pas accessibles. Donc je vois bien différentes réponses, mais toujours est-il que dans la revue Cochrane, son actualisation 2025, quand tu disais c'est pas encore officiel, si, ça y est, c'est un outil qui est comparé et même considéré comme supérieur aux outils validés
les patchs, tous les traitements de substitution nicotinique, qui, rappelons-nous, est un apport en complémentarité extraordinaire, parce qu'il ne faut pas opposer les traitements de substitution nicotinique à la vape, mais se dire on peut les utiliser ensemble, pour ne pas dire on doit les utiliser ensemble et les adapter à chacun. Je crois que s'il n'y a pas de dictature au sens puissance et obscurantiste du terme, et donc ça personne nous en garantit, la vape va devenir un outil reconnu de sevrage du tabagisme, du tabac fumé, c'est-à-dire du tabac avec combustion, puisque, répétons-le sans cesse, le premier ennemi est la combustion qui crée ce monoxyde de carbone, qui crée ces goudrons et tous ces produits cancérigènes. Donc là aussi, peut-être ne pas se tromper de combat, parce que l'idéal, c'est de combattre le tabac. Le vrai ennemi, celui qui tue, c'est marqué dessus, fumer tue, ça on est en accord, c'est la combustion, d'accord? Ce qui rend dépendant, c'est la nicotine. D'où l'importance des traitements de substitution de nicotine pour pouvoir se sevrer, qui est un mot sec, rébarbatif encore une fois, pour pouvoir se sevrer avec plaisir. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'apport de la vape, comme ça a été extraordinaire dans l'apport d'autres médicaments, plus la méthadone que le baclofène, mais le baclofène apportait aussi, pas pour tous, mais pour beaucoup, certains, la moitié, une relaxation plaisante, une fin d'une lutte infernale, que le sevrage soit un combat qui fait que la majorité des personnes craquent parce que c'est comme l'eau sous un couvercle sur du 100 degrés. Là, la combustion est l'ennemi. La vape permet vraiment d'éliminer cet ennemi avec plaisir. Oui, il permet de l'éliminer avec plaisir. Et un des risques, justement, qui soit reconnu officiellement et institutionnellement comme un médicament, on sait toujours, le sirop, il faut qu'il ait un goût dégueulasse pour donner l'impression que la personne ait un effet. Moi, c'est un des risques que je vois. C'est-à-dire que si la vape est institutionnalisée dans un cadre exclusivement médical, on va finir par une espèce de truc complètement tristoun qui plaira à personne. Enfin, c'est exactement ce qui... les tentations à l'œuvre, là, on le voit aux Pays-Bas, enfin, la réduction des arômes, enfin, non, pas qu'aux Pays-Bas, malheureusement, la réduction des arômes, tu en as parlé, William, avec la réduction au goût tabac ou éventuellement quelques autres goûts, sous prétexte que ça séduirait les jeunes. Enfin, c'est une foutaise. Je fais un petit rebond, pardonne-moi, parce que là aussi, tu vois, dans les incohérences, vous connaissez peut-être les gommes à la nicotine. Il y a des études très précises, parce que simples, qui montrent que les gommes avec de la nicotine qui marchent le mieux sont les gommes avec les arômes fruits et les arômes menthol, pas les gommes avec arôme tabac. Donc on sait bien que les arômes sont un apport à l'attractivité, à l'adhésion, donc au bon résultat des traitements de substitution nicotinique, quoi. Si tu donnes un sirop dégueulasse, ça peut marcher quand les enfants sont obligés de le prendre, avec quelques adultes encore immatures et masochistes, mais généralement, ça ne tient pas très longtemps, quoi. Donc remettre la notion de plaisir dans le sevrage, c'est un concept qui m'intéresse, mais tu vois, philosophiquement, mais aussi et surtout médicalement, parce que c'est un concept d'efficacité. Et ce qu'on demande en médecine, c'est de l'efficacité, de l'évaluation, de la répétabilité. Et là, la plupart des gens sont d'accord sur les résultats, même s'ils ne sont pas officiels. Pourquoi? Parce que ça reste, pourquoi? Entre autres, hein, classé comme produit du tabac, quoi. C'est quand même extraordinaire d'avoir, au niveau européen, des gens qui se réunissent autour d'un truc et qui disent ouais, on va le mettre dans le... Tu vois, tu as quand même quelque chose où tu mets, on va dire, puisque je parlais de la vapeur d'eau des nouilles, tu mets les nouilles avec les fruits et légumes. Là, on va appliquer vraiment tout le registre fruits et légumes pour les nouilles. C'est mauvais gagne, quoi. Oui, sachant que tout ça s'est passé un peu dans la précipitation et qu'il fallait un cadre, ils ont fait ça à l'arrache en se disant on va mettre ça sous l'égide du tabac, comme ça ce sera plus simple, on n'aura pas à réfléchir. C'est la même chose pour les réglementations dans les établissements, hein.
On a vu tout le bordel que c'était, entre la réglementation sur l'autorisation du vapotage versus l'autorisation de fumer. Moi, j'ai été directeur d'association. Clairement, je me prends pas la tête. Je mets tout sous le même truc parce que j'ai autre chose à faire. Donc, plutôt que d'avoir des réglementations compliquées, je mets tout sous le même topo. Ce qui est un vrai problème en soi. Alors, oui, ce cadre-là, il a fallu à un moment donné le mettre. Malgré tout, moi, je suis un peu plus quand même. Voilà, il a fallu le mettre à un moment donné pour éviter que tout parte en sucette. Maintenant, il faut peut-être qu'on arrive à un autre moment de l'histoire où on ait fait réfléchir à une autre réglementation que celle du tabac. Ouais, là, je pense ce serait quand même intéressant. Parce que même dans les hôpitaux, je ne sais pas aller chercher la comparaison avec les animaux domestiques, les trucs qui enfin sont acceptés, si tu veux, dans les EHPAD et tout ça, pour les bienfaits versus risques, ça vient. Mais plutôt, tu vois, genre interdit de vapoter, enfin interdit de fumer, interdit de vapoter, quoi. Tu vois, mais pourquoi pas interdit de fumer, interdit de vapoter, interdit de se patcher, quoi. Il y a quelque chose qui est choquant, quoi. On va faire des endroits spécialement pour personnes patchées, quoi. Et c'est là où le truc, les personnes par rapport à la nicotine, si tu veux bien que je rebondisse sur le sujet nicotine. On est d'accord que le problème de la nicotine est une substance psychoactive qui menace de dépendance. Je ne vais pas rentrer dans la réflexion sur la dépendance. Est-ce qu'on est tous dépendants? Est-ce que l'important c'est d'être indépendant et d'en mourir ou d'être dépendant et de vivre longtemps? Je sais pas. Mais en ce qui concerne la nicotine, je suis toujours surpris de voir que quand on rappelle que les patchs de nicotine, on leur a même leur autorisation de mise sur le marché pour les femmes enceintes. Il n'y a pas meilleur exemple, si tu veux, de prudence, tu vois, que ce qui est accordé pour les femmes enceintes. On a l'impression de surprendre tout le monde et on entend à ce moment-là, ah mais c'est pas la même chose. Attends, la vape, c'est pas de la vapeur de nicotine. Et là, c'est quoi sur le patch qu'on autorise pour les femmes enceintes? Et il y a toute cette information qui paraît évidente, peut-être à un microcosme, mais c'est notre mea culpa, quoi, parce que comme tu dis, on répète la même chose. Mais si on répète la même chose et que ça n'arrive pas, soit c'est parce qu'il y a des vrais barrages en termes de lobbying d'intérêt, ce qui n'est pas du tout impossible, mais aussi peut-être parce qu'on est des mauvais émetteurs et qu'il y a une façon de s'exprimer qui doit s'améliorer même dans nos milieux. On a fini... j'ai envie de dire, il y a bien longtemps par s'entendre avec la Fédération Addiction quand tout le monde a compris ce que l'autre pensait d'important. C'était pas évident au tout début. Enfin, au tout début, il y a bien longtemps, mais des personnes comme Jean-Pierre Coutron ont été président de la Fédération Addiction, ont été des émetteurs et conciliateurs. C'est peut-être ça qu'on doit travailler aussi avec les médias. Mais la petite critique que je fais aux médias, c'est que les médias ne sont pas très courageux en ce moment en termes de boulot. C'est-à-dire font beaucoup de copier-coller, quoi. Et répètent les mêmes âneries, ce que font les médecins généralement dans les articles aussi. On peut faire un club. Mais là, oui, du vrai journalisme médical, je trouve que sur le sujet, ça manque. Mais je digresse, pardon, et je vous redonne la parole. Mais l'ennemi, c'est la combustion, c'est pas la nicotine en elle-même, d'accord? Sauf dans un monde idéal. Il y a quelque chose de, oui, si on veut combattre le chemsex, supprimons la sexualité. Compliqué. Si on veut combattre les drogues, supprimons le principal producteur de drogue au monde, qui est le cerveau humain. Ça va pas être sympa, quoi. S'il faut choisir entre la bombe nucléaire et l'incarcération de 7 milliards de cerveaux humains, le choix va être un peu triste. Alors, parmi tous les arguments qui se sont opposés à la vape, il y en a un bien classique que vous devez entendre souvent, c'est qu'on ne connaît pas les effets à long terme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? T'as ton iPhone, là? Ouais. Tu connais les effets à long terme sur les lymphomes cérébraux après 50 ans d'usage? Non. On ne peut pas tout connaître, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas être prudent. Mais c'est là où tu as quelque chose de très intéressant, outre la discrimination, dans laquelle on peut mettre par exemple les vaccins anti-Covid. Est-ce qu'on avait 50 ans de recul sur les vaccins anti-Covid? J'ai envie de dire, est-ce que l'urgence tabaco, parce que c'est notre représentation, ça tue sûrement, mais lentement le tabac.
le tabac, mais c'est quand même 75 000 décès par an. C'est-à-dire c'est bien au-delà des chiffres du Covid, même sur plusieurs années. Hein. Si j'arrive à calculer, ça nous fait quoi? 2 millions de Français qui ont été tués depuis le début du XXIe siècle. Ça mériterait de ne pas attendre 50 ans, comme on n'a pas attendu 50 ans pour valider les vaccins anti-SARS-CoV-2 pendant la pandémie Covid. Donc il y a déjà ça qui peut interroger la représentation de la dangerosité et finalement la très grande banalisation des morts liées aux drogues légales. Un accident de voiture avec de la cocaïne fera beaucoup plus frémir opinion publique et politique que 120 000 décès par an liés à l'alcool et au tabac. Et est-ce dû à ce qu'on appelle chez nos amis canadiens les taxes puritaines, qui est une expression que j'adore, c'est-à-dire les taxes que prend l'État sur les produits qui sont censés nuire à la population. Les taxes sont là pour réduire ses consommations, mais pas trop, parce que les taxes, par exemple, en France, c'est quand même 14 à 15 milliards par an. 14 à 15 milliards par an pour le tabac. 4 à 5 milliards par an pour l'alcool, je crois, parce que le vin, il ne faut pas y toucher. Et maintenant, pour le jeu excessif, le jeu pathologique, je crois qu'on approche aussi des 4 à 5 milliards. Hein. Je crois que tu connais bien le sujet, tu me corriges sans hésiter. Donc ces taxes puritaines, il ne faut pas qu'elles soient trop efficaces. C'est ça le truc. Mais du coup, je ne sais plus pourquoi je vous raconte ça, je suis désolé. Quoi. C'était quoi le point de départ? Non, sur l'effet sur la santé à long terme. Ah oui, sur la santé à long terme. L'inversion du principe de précaution, parce que ça, évidemment, avec l'histoire du sang contaminé, c'est une histoire particulièrement franco-française, à l'inverse du pragmatisme anglo-saxon. C'est là où le Royaume-Uni fonce sur la vape, paye les sevrages permis par la vape, les encourage, fait de la promotion, j'allais dire de la pub, et à 100% derrière la vape par le pragmatisme anglo-saxon qui est assez simple, c'est-à-dire vaut mieux éviter de mourir aujourd'hui plutôt que de redouter une mort incertaine dans 50 ans. Les Français, pour des raisons à mon avis culturelles et politiques, sont là à dire « Ah, je ne veux pas être embêté par ça dans 25 ans et dans 20 ans ». Et surtout prendre un risque immédiat qui ne servira en termes de résultats de santé publique que dans 20 ans. C'est le problème des ministres, hein, c'est-à-dire que quand tu fais de la politique de santé publique, ni santé ni public sont les priorités. Oui. Clairement, rigoureusement parlant, on ne sait pas réellement ce que ça fait. Tu l'as dit, William, devant le cataclysme en santé publique que représente le tabac, de toute façon, on ne devrait pas trop avoir peur de se planter en vrai. Hein. C'est comme si on élitreillait les gens qui étaient victimes d'inondations, et puis finalement on se dit « Ah ben non, on ne va pas les élitreiller parce qu'ils auront des ampoules au doigt. » Bah ouais, je sais pas. Mais du coup, voilà. Donc clairement, on a 10 ans de recul parce que j'estime à peu près à 2014-2015 la vape comme bien de consommation assez large en France. En 10 ans, on n'a pas vu d'effet négatif. Oui, il y a eu les fameuses victimes d'acétate de vitamine E qui en plus étaient des Américains et qui sont venus mourir, dont un est venu mourir à Toulouse. Enfin bref, à part ça, et c'était un mésusage, hein, clairement. Donc ça n'a rien à voir avec la vape. Mais depuis, la vape est monitorée. Il y a une addictovigilance qui est faite systématiquement, des alertes sanitaires, tout un système d'alertes sanitaires qui est proposé. Il n'y a pas d'effets indésirables majeurs qui ont été constatés avec la vape. Donc on est plutôt tranquille pour le moment. On est tellement tranquille qu'on peut maintenant affirmer, et même certains anti-vape se sont amusés, enfin se sont pas amusés, je pense que les a pas amusés, de devoir tenir, parce que c'est quand même des scientifiques rigoureux, de dire que non, en fait on n'a pas de problème à moyen terme en termes de santé publique sur la vape. À long terme, on verra, enfin on ne sait pas. Mais le jeu en vaut la chandelle. Allez-y. Un petit rebond par rapport, en effet, à cette épidémie de pneumopathie huileuse, je pense que c'est ça que tu évoquais, qui était due au vapotage de dérivés du cannabis,
sous forme dans d'huile. lesquels, en e-liquide, les fabricants, si on peut les nommer ainsi, avaient rajouté de l'acétate de vitamine E, qui est un truc qui ne parle pas beaucoup, mais qui est très huileux. Et en effet, quand on inhale de l'huile, ça va dans les poumons et ça fait des pneumopathies huileuses qui peuvent être mortelles. Pourquoi je souligne ça? C'est parce qu'on a la chance en France, et merci Bertrand Dotzenberg d'avoir représenté la France à l'Europe et d'avoir, malgré beaucoup de réticences, et je crois que je faisais partie des réticents, pour être honnête, limiter un certain nombre de choses et fait que la norme européenne soit correcte, soit valide. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour promouvoir seulement la norme européenne, le CE ou équivalent, c'est pour ne pas que vous achetiez n'importe quoi sur le net qui ne soit pas validé par la norme européenne. À partir de l'instant, c'est valable pour les médicaments, pour l'alcool, pour tout ce que vous voulez, le Viagra notamment, des choses qu'on voit circuler comme ça. Je ne vais pas rajouter les Kalachnikov, mais n'achetez pas sur le net des choses pour lesquelles on a la chance. Il faut regarder autour de moi. Je viens chaque année maintenant, hein, je rechute régulièrement, quoi, c'est ça. Je vois l'évolution en dehors du nuage qui m'embête un peu parce que je vois comment on peut faire un reportage là-dessus. Tu vois, quand on arrive, je suis le premier à vapoter ici, hein, on peut dire oh là là, vous vous rendez compte, c'est pire qu'une salle de poker, c'est terrible, etc. L'évolution, les couleurs, le dynamisme, le bonheur, encore une fois, quoi. Donc ça, je pense que c'est lancé, mais à condition qu'on ne fasse pas n'importe quoi. La réduction des risques, elle vaut mieux, évidemment, que la faillite rigoureuse que je vous ai dit, la tyrannie de l'idéal. Mais on a besoin d'un cadre. On ne peut pas, et l'équilibre est subtil, parce que l'accessibilité, finalement, c'est la sécurité. Plus c'est accessible, plus on a le moyen de se soigner. Si on va vraiment en tabacologie, consultation, puis en pharmacie pour utiliser la vape, c'est 9/10, je pense, au minimum, tu vois, des sevrages qui seront loupés. Par contre, si c'est n'importe quoi sur le net, là, on va devoir remettre en question. C'est comme le mésusage des médicaments de substitution ou d'autres. Ça remet en question le petit trafic de quelques-uns peut remettre en question tous les bénéfices majoritaires. Donc, quel est le cadre qu'on peut se donner et que j'espère un jour nos tutelles nous donneront? On va prendre vos questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Une première question. Vas-y. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais vous rebrancher sur les premières questions. C'est pourquoi les pouvoirs publics en fait, ont du mal à admettre le rôle que pourrait avoir la vape. Et moi, je parle souvent du problème de l'intuitivement vraisemblable. C'est-à-dire que intuitivement vraisemblable, tu vas arrêter de fumer, mais tu vas continuer à consommer de la nicotine. Tu vas toujours être addict. Intuitivement vraisemblable, tu vas te mettre des trucs dans les poumons. Et de toute façon, te mettre des trucs dans les poumons, c'est nocif. Intuitivement vraisemblable, les jeunes vont aspirer de la vapeur et ça va les conduire naturellement au tabac. Tous ces trucs-là, la science a parlé, on sait que c'est faux, mais ça reste intuitivement vraisemblable. Et aujourd'hui, il y a une vraie question avec l'industrie du tabac qui, naturellement aussi, s'est mis à vendre les produits de vape et qui est donc sur le marché des produits de vape. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça ne sert pas justement cet intuitivement vraisemblable, puisque si l'industrie du tabac, qui est le diable, fait de la vape, ça ne peut faire que de la vape quelque chose de diabolique. Allez, je tente une réponse. Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas être jargonneux parce que c'est un peu l'histoire de notre secteur que je vais essayer de retracer. William en a un peu parlé, j'en ai un peu parlé, que ce soit SOS Addiction, la Fédération Addiction. On a beaucoup travaillé sur comment on articule les consommations de produits avec des stratégies de réponse qu'on peut avoir, qui sont le soin, la réduction des risques, la prévention, etc. Ça s'est fait, comme l'a raconté tout à l'heure William, autour des épidémies de sida, autour de la réduction des risques, d'abord avec les usagers de drogue pour voie injectable. Donc la réduction des risques, elle s'est conceptualisée autour de ça.
autour de quelque chose de l'ordre de, en fait, on n'est pas là pour dire aux gens de ne pas consommer. C'est pas notre rôle. Ça, c'est un rôle moral, ce serait peut-être celui du curé ou autre, mais en tout cas, c'est pas le nôtre en tant que professionnel de la dicto. Nous, ce qu'on a à faire, c'est les accompagner pour qu'ils gagnent qu'ils gardent ou qu'ils regagnent la maîtrise de leurs usages. Voilà. Et qu'ils ne se dégomment pas à cause de ça. Donc ça, c'est valable pour tous les produits, y compris les addictions sans produits. Le problème, c'est que la tobacco, elle a évolué un peu dans son couloir de nage. Et ça, c'est c'est de l'administration pure. C'est-à-dire qu'en 2007, il y a un décret qui fait que l'alcoolologie et l'addictologie se sont réunis et la tobacco est restée à côté. Elle est restée dans son couloir de nage. Et toute la réflexion qu'on a eue avec les acteurs de l'addicto, tantôt qui venaient de l'alcoolologie, tantôt des drogues illicites, eh ben, on a réfléchi à la réduction des risques, on a essayé de la déployer, etc. Et la tobacco est restée complètement à côté de tout ça. L'effet de ça, c'est que, je caricature bien sûr, parce qu'on n'en est pas encore les choses ont avancé aujourd'hui en 2025, mais c'est pas intuitif pour un tabacologue de penser à un moment donné qu'on puisse en effet avoir des usages qui ne soient pas non plus complètement nickel et que comment dire, le seul plaisir qu'on peut avoir c'est jouer au bridge ou faire un tennis, mais qu'il y a peut-être des activités qui ne sont pas si comment dire, si vertueuses pour la santé, mais qui font partie de la vie de tous les jours. Voilà. Ça, du côté addicto, on l'a plutôt bien compris. Du côté tobacco, on l'a pas bien compris. Et pour balayer devant notre porte, je dirais qu'en addicto, nous, ce qu'on n'a pas suffisamment travaillé, c'est l'impact que peut avoir le tabac chez les usagers qu'on a et qu'on commence à réaliser aujourd'hui. Parce qu'on a sauvé des vies en faisant de la réduction des risques, parce que les usagers de drogue par voie injectable ne meurent plus du sida aujourd'hui ou quasiment plus, parce qu'ils meurent de moins en moins d'overdoses, ils ont de moins en moins de dommages. Maintenant, on réalise qu'ils meurent des maladies liées au tabac, par exemple. Donc aujourd'hui, bon, ça fait quelques années quand même, mais aujourd'hui, on se pose cette question-là autrement et on s'empare du sujet du tabac duquel on ne s'emparait pas. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais pour te dire qu'il y a des espèces de culture et de culture de réflexion et de façon de concevoir un patient, de façon de concevoir notre intervention qui est en train de se faire aujourd'hui, insuffisamment de mon point de vue, mais qui amène un peu au résultat que tu penses. Enfin, qui est qu'à un moment donné, on conçoit la tobacco traditionnellement, les choses changent aujourd'hui, mais traditionnellement comme genre, le mieux c'est de pas fumer, si tu fumes il faut que tu mettes un patch, et si jamais tu fais autre chose, c'est que tu n'es pas un bon patient. Voilà. Évidemment, c'est caricatural tel que je le dis là, mais c'est un peu cette espèce de protocole un peu mental qui était à l'œuvre. On en a tous dans nos professions respectives. Et comment on arrive à en sortir à un moment donné pour juste écouter le patient qu'on a en face de soi, ça, c'est ce qu'on a à faire. Allez, je vais dire de façon un peu présomptueuse, peut-être que du côté des drogues illicites, on s'est posé ces questions-là parce qu'il y avait une urgence qui nous l'a imposé aussi. Oui, et parfaitement, on s'en fichait de faire à la fois nos staffs dans les centres méthadone sous un épais nuage de fumée, comme en médecine, pour avoir fait de la pneumologie et beaucoup d'endoscopies. Après chaque endoscopie, même découvrant un cancer du poumon, on se faisait un clope entre deux examens endoscopiques. Ça, c'était les années 80. Donc il y a une sous-estimation du risque est notable. Après, pour aller dans ton sens qui est passionnant de réflexion, qui est vraiment très intéressant et qu'on entend de plus en plus d'ailleurs utiliser, c'est la question du bon sens. Tu vois, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique d'ailleurs. Vraiment utiliser l'instinctif, le bon sens commun. Personnellement, je ne sais pas trop pourquoi, je n'arriverai pas à te le dire, moi ça m'a toujours fait très peur, ce bon sens commun. Outre le fait que le bon sens de tous soit souvent le tien, quand il est en plus commun par obligation, c'est vraiment quelque chose qui peut être un peu limitant. Donc, instinctivement, qu'est-ce qui se passe ? Instinctivement, en effet, il y a eu une culture qui, à la fois en les oubliant, les spécificités du développement, encore une fois, du cerveau au sens neurodéveloppemental, n'arrive pas à considérer des problèmes différemment. Je prends l'exemple du cannabis pour un cerveau mature et un cerveau en développement. Et du coup, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites sur le cerveau qui n'est pas encore formé si vous les laissez vapoter. C'est-à-dire, sous-entendu, vaut mieux qu'ils fument plutôt qu'ils vapotent, quoi. Ça devient là aussi une incohérence. Mais même s'il n'y a pas cette incohérence, c'est
le bon sens commun qui soutient, tu dirais intuitivement, l'histoire, la mythe et légende de la passerelle, de l'effet passerelle. Tu as le Père Noël dans certaines cultures, le Prince Charmant dans d'autres cultures, et un troisième truc qui est plus embêtant pour moi, je trouve, c'est que, soi-disant, en vieillissant, tu deviens sage et tranquille, quoi. Qui est aussi un mythe et légende comme le Père Noël et le Prince Charmant. Mais tu as aussi cet effet passerelle, que vous le savez peut-être pour certains, voilà, qui fume un œuf, s'injecte un bœuf, quoi. C'est vieux. C'est cette idée-là, cette idée de l'escalade. Alors qu'on a des études aujourd'hui claires, là aussi, avec vraiment l'initiative de Bertrand Dotzenberg, que j'ai déjà cité, qui montre bien qu'au contraire, c'est un concurrent, la vape, de l'entrée dans le tabagisme. C'est un distracteur, c'est un éviteur, ça existe ce mot-là. Allez, vous le comprenez, tu vois. Mais qui vape un jour sera addict toujours. C'est des trucs comme ça qui tournent. Et comment les expliquer maintenant sur Insta, sur X, sur tout ce que vous voulez? Moi, je crois que c'est le travail vraiment qu'on doit faire. Parce que le rationnel par rapport au bon sens commun, à l'instinctif, on le voit bien avec 10-12% qui pensent que la Terre est plate, avec 15% de complotistes, quel que soit le sujet. Eh bien, il faut qu'on s'adapte à ça si on veut vraiment pousser au bout une méthode qui ne finisse pas à être entendue uniquement dans nos microcosmes. Le combat, il est dur là-dessus. Il faut le valider d'abord, parce que nobody's a raison tout le temps, donc j'entends bien qu'il faille être patient parfois quand même, mais le bon sens commun et l'instinctif se heurtent de plus à l'histoire de la réconciliation que tu évoquais, pour finir de te répondre. Est-ce qu'on peut bosser avec Big Tobacco? Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, est-ce que le couple franco-allemand est remis en discussion? Je suis désolé de partir un peu loin en digression, quoi. Et je veux pas faire de comparaison, mais faut reconnaître que s'il y a 800 millions de décès prématurés liés au tabac, c'est que le tabac est quand même organisé par un certain nombre. Ça, c'est les projections de l'OMS au XXIe siècle. Il y a une industrie derrière, c'est-à-dire il y a des tueurs en col blanc, quoi. Est-ce qu'on peut travailler avec eux parce qu'on connaît leurs forces, on connaît leur lobbying, voilà, c'est une question d'ouverte. Alors la réelle politique, là, je te dis, elle frappe encore bien plus fort que le couple franco-allemand, où est-ce qu'on peut discuter avec Poutine. Je suis navré de ces exemples qui sont sûrement caricaturaux et faciles, mais je les prends parce que je vois des produits que je ne vais pas citer puisque c'est enregistré, mais des produits de vape qui sont de plus en plus distribués dans les tabacs. Je vois deux choses, ces produits de vape distribués dans les tabacs, et je trouve ça très bien. Parce que sinon, encore une fois, on n'a pas les moyens de les diffuser de façon efficace et de changer les choses. Et c'est vrai que pour avoir discuté et participé même à un congrès des buralistes, je vois une profession évoluer. Je vois quelque chose qui est en train de bouger. Je ne dis pas que c'est génial et que pour aller passer mes vacances aux Maldives ou dans la Caraïbe, tu vois, je vais travailler avec Big Tobacco. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que attention à ces ennemis de toujours qui ne bougeraient pas. Je ne suis pas persuadé. Pour l'hémisphère nord, pour l'hémisphère sud, c'est peut-être une autre réflexion encore. Qu'il n'y ait pas quelque chose du gagnant-gagnant comme on a pu l'avoir dans la réduction des risques avec les laboratoires Schering-Plough, pour les nommer à l'époque, quand on a amené le Subutex en France. Premier pays qui amène la substitution par les médecins généralistes en France.
Eux, ils avaient un marché à gagner. Nous, on avait, si j'ose dire, une accessibilité santé publique à gagner. Prescrite par les médecins généralistes, c'est-à-dire par plus grand nombre, mais encore une fois, sortir du microcosme. C'était tout sauf évident de travailler avec les laboratoires. Au bout du compte, le gagnant-gagnant a permis de sauver des dizaines de milliers de vies. Parfois, je trouve la réflexion vertigineuse. David, vous vouliez réagir? Non, juste un petit truc. Il y a deux petits trucs qui font cliquer dans ma tête. Juste, quand on veut hystériser un débat, on sort les jeunes et les femmes enceintes. Voilà. Quel que soit le produit. Hein. Là, celui qui nous concerne le plus, c'est celui de la vape. Voilà. Si vous voulez hystériser un débat et le rendre totalement illisible et faire que les gens s'empoignent à la fin, vous sortez les femmes enceintes et les jeunes. Alors heureusement, on a des études maintenant sur les femmes enceintes qui sont plutôt encourageantes, qui permettent de clore le débat. Enfin, il n'est pas complètement clos, hein, toutefois. Mais voilà, les jeunes, ça va revenir encore régulièrement, on va la voir. Et il faut continuer à batailler, mais pas batailler juste, en effet, comme tu dis, William, avec l'idée que de toute façon, on sait qu'on a raison parce que c'est le bon sens, mais juste, il faut continuer à argumenter. C'est fatigant, c'est perturbant. Il y a des jeunes qui continuent à fumer plutôt que vapoter à ce moment-là. En effet, c'est problématique, mais le tout, c'est on assure chaque pas et on avance de cette façon. Et puis surtout, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Hein. Il y a un dynamisme, il y a une pratique, j'ai envie de dire, il y a tout le côté entrepreneurial, l'intelligence entrepreneuriale qui va faire du bien à la santé publique. C'est ça qui me rassure le plus. Quand je vois encore une fois l'évolution, et petit à petit la perte d'attractivité du tabac fumé, quoi. Comment ça s'est ringardisé quand même pour la plupart des jeunes. Je ne dis pas tous, parce qu'il y a la question de la précarité de l'information, comme pour l'alcool ou la violence. Hein. Et encore, la violence, hein, une autre histoire, mais comme pour l'alcool. Et donc, c'est ringard, c'est devenu ringard de fumer. C'est devenu même difficile de fumer au sens combustion des termes dans beaucoup de pays, alors que vapoter, voilà, il y a quelque chose de l'image de la jeunesse, de passer du beau cow-boy Marlboro au vapotage, il y a une évolution et cette évolution, elle est aussi faite par des personnes, pendant qu'on parle, qui bossent, qui réfléchissent, qui trouvent des trucs qui sont plus maniables, celui-là comme d'autres, pour les handicapés manuels comme moi, qui ne peuvent pas mettre du liquide sans s'en foutre partout, qui sont contents de trouver des cartouches, bref, qui adaptent leur offre à la spécificité de chacun, comme nous on essaye en médecine d'adapter les traitements à chacun, tout en sachant que la science est là pour édicter des lois générales, mais qu'en médecine, il y a autant de cas qu'il y a d'individus. J'ai envie de dire et en médecine, et pas mais en médecine d'ailleurs. Et cette adaptation, elle s'est quand même faite, alors certes, par les industriels, elle s'est faite beaucoup avec les usagers. Enfin, c'est important de le dire aussi. Hein. Je pense à Sovap, je pense à Edus, et à la Vape du Cœur, enfin, aux associations d'usagers. Ils ont contribué, enfin tous les vapoteurs en fait. Il y a une dimension citoyenne aussi derrière ça. Je dirais à un moment donné, il y a la place de citoyen, quand vous avez aussi un discours à tenir autour de ça. Et les adaptations, elles se sont faites aussi parce que voilà, ça répondait pas aux besoins des usagers. Certes, les industriels ont tendu l'oreille et ont écouté, mais c'est aussi parce que les consommateurs ont pris la parole à ce moment-là. Merci. Alors il nous reste 2 minutes, donc 1 minute chacun. Vous avez devant vous des professionnels du secteur. Quel conseil vous auriez à leur donner, un conseil peut-être, pour clore ce sujet? Très rapidement, continuer dans ce qu'ils font, mais le faire sérieusement et en respectant à la fois le cadre légal. Ça, moi, j'y crois beaucoup parce qu'il est protecteur. Et puis, d'être attentif à ce que les pratiques, elles restent des pratiques d'accompagnement de gens qui arrêtent de fumer. Voilà. Que ce ne soit pas de la vente comme si vous vendiez des chaussettes ou des slips, par pitié. Voilà, c'est quand même un peu plus intéressant que ça. Merci. Oui, je crois en effet qu'on touche un domaine où on ne peut pas être simplement de vendeur de chaussures, même si j'ai un grand respect par définition pour les vendeurs de chaussures. Hein. On touche à quelque chose de santé, et pour le médecin que je suis, la santé et la liberté sont les biens les plus précieux.
Donc comment on fait avec ces dépendances, avec ces addictions, tu vois? En tout cas, qu'elles ne tuent pas est la priorité. Donc qu'il n'y ait pas de combustion. Ça, j'en suis sûr, j'ai raison là-dessus. On a raison là-dessus. Nous avons raison là-dessus. Mais le message que je veux vous donner, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir raison. Donc continuez, mais en sachant qu'il ne suffit pas d'avoir raison. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivier également. Merci à vous. Dans quelques minutes ici, on se retrouve pour une autre table ronde. On va parler du financement dans la VAP, comment on se lance et comment on se développe. Ce sera dans un quart d'heure sur scène. Vous pouvez rester dans le coin. Merci beaucoup. À tout à l'heure.